Dans cet exercice, un club frappe une balle de golf. Celle-ci est lancée dans le champ de pesanteur terrestre supposé uniforme avec un vecteur vitesse V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale passant par le point de lancement O. Pour cette étude, on assimile la balle à son centre d'inertie. La première question qui nous est posée, c'est de choisir le référentiel d'étude du mouvement de G. Eh bien, le système étudié, c'est la balle de golf. La balle de golf est frappée dans le référentiel terrestre. Donc ça, on va l'écrire. Le référentiel choisi est le référentiel terrestre. Deuxième question, faire le bilan des forces appliquées à la balle lors de son mouvement. On négligera les forces de frottement de l'air. Alors, quand un système est en chute libre, il n'est soumis qu'à son poids. La balle étant en chute libre, elle n'est donc soumise qu'à son poids, dès lors que les frottements de l'air sont négligés. Donc ça, on peut l'écrire. Alors, bilan des forces. La balle n'est soumise qu'à son poids. P, puisque les frottements de l'air sont négligés. Donc, les frottements de l'air étant négligés. Troisième question. On choisit un repère O et JK que nous avons représenté. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'expression du vecteur accélération AG. Alors, dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors ça, on va l'écrire. Je rappelle que le référentiel terrestre doit être considéré comme galiléen pour que les lois de Newton puissent s'y appliquer. Oui. Donc, dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen, eh bien, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Et elle s'écrit: somme des forces extérieures est égale au produit de la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie. Voilà. Autrement dit, P égale la masse fois le vecteur accélération AG du centre d'inertie du système étudié. Or, on sait que P est égal à mg. Donc, on va avoir un mg qui est égal à mag. D'où le vecteur accélération AG du centre d'inertie qui est égal au vecteur G.
vecteur G qui représente ici le vecteur intensité de la pesanteur. Et comme G est constant, et bien du coup, le vecteur AG est également constant. Hein. Donc ça, on peut l'écrire. AG est le vecteur constant G. Je rappelle que G, c'est le vecteur champ de pesanteur terrestre. Ça, on peut le marquer. G, vecteur champ de pesanteur terrestre. Voilà. Question suivante. En déduire les expressions du vecteur vitesse Vg et du vecteur position OG en fonction du temps. Eh bien, plaçons-nous dans le repère OIJK et déterminons les expressions du vecteur vitesse Vg et du vecteur position OG en fonction du temps. Alors, dans le repère, OIJK, compte tenu de la relation suivante, de la relation AG égale G, eh bien, on va avoir ceci. On va pouvoir déterminer les composantes du vecteur accélération. Ces composantes sont AX, AY et AZ. Alors la composante AX, sachant que le vecteur accélération est égal au vecteur G, le vecteur accélération est le vecteur constant G. L'accélération AG, le vecteur accélération AG est orthogonal à I. Le vecteur AG est orthogonal à I. La projection de ce vecteur sur l'axe des X fait 0. Le produit scalaire AGI est égal à 0. Donc, on peut écrire que AX égale 0. Ensuite, la projection du vecteur AG par rapport à l'axe des Y nous permet d'obtenir AY. Et AY est égal à AG scalaire J. AG scalaire J, c'est égal à moins AG. Autrement dit, c'est égal à moins G. Je rappelle que les vecteurs AG et J sont colinéaires et de sens contraire. Et que d'après le produit scalaire, AG scalaire J, c'est AG fois la norme de J qui est égale à 1, multiplié par le cosinus de l'angle orienté AG, AGJ qui est un angle de pi. Donc c'est égal à moins AG. Autrement dit, c'est égal à moins G. Bon. Voilà. Du coup, ici, on a moins G. Ensuite, la projection du vecteur AG sur l'axe OK donne 0 puisque le vecteur AG est orthogonal au vecteur unitaire K. Le vecteur J, on le voit bien, le vecteur J est orthogonal à K. Il y a un angle droit ici. Oui. Et comme AG
est colinéaire à J, bah AG est aussi orthogonal à K. Et le produit scalaire AG scalaire K, c'est égal donc à 0. Donc la composante AZ est égale à 0. Ensuite, par des intégrations successives par rapport au temps, on pourra déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, notamment par une première intégration par rapport au temps, puis les coordonnées du vecteur position, OG, par une deuxième intégration par rapport au temps. Alors, les composantes du vecteur vitesse sont Vx, Vy, Vz. Alors, Vx, évidemment, puisque Ax est égal à 0, Vx, c'est une constante. Et cette constante, c'est V0 sur x. Cette constante, c'est la projection du vecteur vitesse V0, du vecteur vitesse V0 initial, vecteur vitesse initial V0. C'est sa projection sur l'axe des x. Et la projection du vecteur vitesse initial V0 sur l'axe des x donne V0 sur x. Voilà. Vy, compte tenu du fait que AY est égal à moins G, et compte tenu du fait qu'on intègre par rapport au temps, une primitive de moins G par rapport au temps, c'est moins GT. Et puis l'ensemble des primitives, c'est quand on ajoute une constante. Sauf que cette constante, c'est la dérivée, cette constante, c'est la projection du vecteur vitesse V0 sur l'axe des Y. Autrement dit, c'est V0 sur Y. Donc cette constante, on est bien d'accord, c'est V0 sur Y. Et on va l'écrire. Donc plus V0 sur Y. Je rappelle que le vecteur vitesse, alors, AZ est égal à 0. Or, une primitive de 0, c'est une constante. Donc, Vz est une constante. Vz, c'est la projection du vecteur vitesse V0 sur l'axe OZ. C'est V0 sur Z. Rappelons d'ailleurs que le vecteur vitesse V0, on le voit bien, c'est en fait V0 sur X fois I plus V0 sur Y fois J1. Donc, ce qui veut dire que le vecteur vitesse V0 ne dépend que de V0 sur X et de V0 sur Y. Il n'est pas fonction de V0 sur Z. Donc ici, on sait déjà que ça va être égal à 0. Bon. Alors, ensuite, OG. OG, les composantes sont X, Y et Z. Il faut, là aussi, intégrer par rapport au temps. Je rappelle que pour déterminer les composantes du vecteur position OG, on réalise une deuxième intégration par rapport au temps. Des coordonnées cette fois-ci du vecteur vitesse VG. Et que, du coup, intégrer V0 sur X par rapport au temps, c'est obtenir V0 sur X fois T, plus une constante. Sauf que cette constante, c'est
la position, c'est l'abscisse du point O. Le système est lancé à partir du point O. La balle est lancée à partir du point O. Or, le point O a pour coordonnées XO, YO, ZO. La constante, c'est donc l'abscisse de là où se trouve le système, du point où se trouve le système au moment du lancement. C'est donc x0. Ensuite, il faut intégrer par rapport au temps moins gt plus v0 sur y. Et une primitive de moins gt, il faut le savoir, c'est moins 1/2 de gt carré. Donc, du coup, on aurait ici moins 1/2 de gt carré. Et une primitive de v0 sur y par rapport au temps, c'est v0 sur y fois t, plus une constante, et cette constante n'est autre que yo. Et enfin vz est une constante évidemment, hein, puisque, z est une constante puisque vz est égal à 0, et cette constante n'est autre que zo. Alors évidemment, n'allons pas trop vite, intégrons v0 sur z par rapport au temps, ce qui nous donne v0 sur z fois t plus la constante zo. Ensuite, on doit tenir compte des conditions initiales à la date t égale 0 secondes, des conditions initiales qui portent notamment sur le vecteur position OG. Je rappelle que à la date t égale 0 secondes, la balle se trouve au point O, qu'à la date t égale 0 secondes, le vecteur vitesse, c'est le vecteur vitesse initial. Je rappelle que le vecteur accélération AG est constant. Il est constant en tout point de la trajectoire. Donc, il est constant, il est le même en tout point de la trajectoire. Donc, à la date t égale 0, il est le même qu'à n'importe quelle date. Alors, on pourrait écrire ceci, compte tenu des conditions initiales. À la date t égale 0, on sait que la balle est au point O, puisqu'elle part du point O, la balle. Elle est frappée du point O. Et le vecteur position OG, alors on peut dire que le point G et le point O se confondent, hein, puisque G égale O à ce moment-là. Donc le vecteur vitesse OG, c'est le vecteur nul en fait. Et le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0, 0. Voilà. Je rappelle que 0 ici, c'est XO, YO, ZO, puisqu'on parle bien de la position là. Le vecteur accélération AG, on l'a dit, il est constant. Et ses coordonnées sont les composantes que nous avions trouvées, hein, donc 0, moins G, 0. Le vecteur vitesse VG, à la date t égale 0, c'est le vecteur vitesse initial, c'est le vecteur vitesse V0. Or, le vecteur vitesse V0, quand il est projeté sur X, on obtient V0 sur X. Je rappelle que c'est le vecteur vitesse à la date t égale 0, hein, le vecteur vitesse V0. Lorsqu'il est projeté sur Y, on obtient V0 sur Y, et lorsqu'il est projeté sur Z, on obtient V0 sur Z. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pensons que le vecteur vitesse V0 sur Z est égal à 0, puisque le vecteur vitesse V0, comme on l'a vu plus haut, ne dépend que de V0 sur X,
et de V0 sur Y. D'ailleurs, on peut d'ores et déjà déterminer V0 sur X et V0 sur Y. Alors pour ce faire, on sait que notre vecteur vitesse V0 est comme ceci, qu'ici on a alpha, que si l'on projette le vecteur vitesse V0 par rapport à l'axe des X, on obtient ici V0 sur X. Que si l'on exprime le cosinus de l'angle alpha, puisque le triangle qui est ici est un triangle rectangle, si je marque ici le point A et ici le point B par exemple, le triangle OAB est rectangle en A, et dans ce triangle, le cosinus de l'angle alpha est égal au côté adjacent au A sur l'hypoténuse OB. Autrement dit, j'ai cosinus de alpha qui est égal à V0 sur X, puisque OA c'est V0 sur X divisé par OB, donc V0. Et donc du coup, j'obtiens que V0 sur X, c'est V0 cos alpha. Voilà, et ça c'est important pour nous. Ensuite, on peut aller rechercher V0 sur Y en pensant que l'angle alpha se retrouve ici. Puisque les deux droites qui sont ici, ces deux droites-là sont parallèles. Et dès lors qu'une séquente les traverse, on a des angles alternes internes. Et ici, puisque les droites sont parallèles, ils sont égaux. Donc alpha se retrouve bien là où je l'ai indiqué. Et du coup, en projetant le vecteur vitesse V0 sur l'axe des Y cette fois-ci, ici, eh bien on obtient ici V0 sur Y. Et donc, si on exprime le sinus de alpha, il est égal au côté opposé, si je marque ici le point B', ce triangle est rectangle, le triangle OBB', et donc dans le triangle rectangle OBB', on exprime le sinus de alpha, qui est égal au côté opposé OB', sur l'hypoténuse OB. Autrement dit, on a sinus de alpha qui est égal à V0 sur Y divisé par V0, soit V0 sur Y qui est égal à V0 sinus alpha. Donc, ici, on a bien V0 sinus alpha. Voilà. Et donc, du coup, on peut remplacer V0 sur X ici par ce qu'on a trouvé, V0 sur Y, ici on peut remplacer V0 sur Z, X0, Y0, Z0, voilà, on va remplacer tout ça et on obtient ceci. On obtient donc que le vecteur accélération AG du centre d'inertie a les composantes suivantes: AX égale 0, AY égale moins G, AZ égale 0. Le vecteur vitesse VG du centre d'inertie a les composantes suivantes: Vx égale V0 cos alpha, Vy égale moins Gt plus V0 sinus alpha, et Vz, comme on l'a dit, c'est égal à 0, puisque V0 ne dépend pas de
de V0 sur Z. Et le vecteur position OJ ici, X qui est égal à V0 fois cos de alpha T, Y qui est égal à moins 1 demi de GT au carré plus V0 sinus alpha T, et Z qui est égal à 0. Question suivante. À la question suivante, il est demandé d'établir l'équation de la trajectoire. Donc, pour établir l'équation de la trajectoire, il faut regarder les coordonnées du vecteur position. Il faut en effet se débrouiller pour supprimer t dans les composantes du vecteur position. Autrement dit, on a par exemple ici, par rapport à ce qu'on a ici, on a t qui est égal à x divisé par v0 cos alpha. On va injecter ce qu'on a trouvé dans y. Autrement dit, ce qu'on a trouvé ici, on va l'injecter ici dans t et là. Ce qui va nous donner, donc on peut dire que et cette expression de t, on la reporte dans la relation que je vais appeler ici relation 2, ce qui donne y égale moins g sur 2v0 au carré cos au carré de alpha x au carré plus x fois sinus de alpha sur cos de alpha. Autrement dit, on obtient que y est égal à moins g divisé par 2v0 au carré, cos au carré de alpha, fois x au carré plus x fois tangente de alpha. Et ceci est l'équation de la trajectoire. C'est une parabole puisqu'elle est de la forme ax carré plus bx plus c. Équation de la trajectoire. Voilà, c'est une parabole. Enfin, du moins, la courbe est une parabole. On peut dire que la trajectoire est une parabole. Quatrième question. La distance grand L est appelée portée. Montrer que grand L peut s'écrire grand L égale 2v0 carré cos alpha sin alpha sur g ou grand L égale v0 carré sur g sin 2 alpha. Eh bien, pensons ceci. Pensons que les coordonnées du point d'impact sont grand L 0, 0. Je rappelle que le point d'impact, il est là.
Le point d'impact, le voici, hein, ici. Et ses coordonnées, c'est donc L0, 0. Donc, en reportant les coordonnées du point d'impact dans l'équation de la trajectoire, on obtient, en reportant en les reportant dans l'équation de la trajectoire, on obtient je rappelle que grand L c'est X, hein, donc grand L on va reporter dans X, voilà, que Y c'est 0, hein, puisque Y c'est la valeur du milieu, voilà, et donc on va reporter ça, et donc on obtient 0 qui est égal à moins G sur 2V0 carré cos au carré de X fois grand L au carré plus grand L multiplié par la tangente de alpha. Ou alors on obtiendra que 0 est égal à grand L, et là on peut mettre en facteur, on met en facteur grand L, hein, puisque c'est possible, et donc ça nous fait grand L facteur de moins G sur 2 V0 au carré cos au carré de alpha fois grand L, hein, puisque ici on l'avait au carré, plus tangente de alpha, puisque ici on a grand L qu'une seule fois. Voilà. Et donc un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs au moins est nul, d'où la première solution. D'où la première solution grand L égale 0 qui correspond au point de lancement. Et la seconde solution, quand on résout l'équation, quand on résout cet ensemble qui s'annule, donc du coup on a moins G sur 2V0 carré cos au carré de alpha fois grand L plus tangente d'alpha qui est égale à 0. On résout cette équation. On obtient que grand L est égal à 2V0 carré cos au carré de alpha tangente alpha. Il suffit d'exprimer grand L pour obtenir ceci. Soit finalement, du moins, soit grand L qui est égal à 2V0 carré cos de alpha sinus de alpha. Il faut se reporter aux formules de... Alors on a ceci parce qu'en fait, n'oublions pas que la tangente de alpha, c'est le sinus de alpha sur le cosinus de alpha. Donc quand j'ai à simplifier cos au carré de alpha fois tangente de alpha, en fait je simplifie cos au carré de alpha, d'accord? Donc autrement dit cos de alpha fois cos de alpha, je le simplifie par sinus de alpha sur cos de alpha. Donc de toute évidence les cos s'en vont, et qu'est-ce qui reste? Cos alpha sinus alpha, hein, c'est ce qu'on a ici, hein. Donc alors du coup, donc se rappeler que la tangente de alpha c'est sinus de alpha sur cosinus de alpha.
On obtient donc, disais-je, grand L égale 2V0 cos alpha sin alpha, tout ça divisé par G. Et puis, d'après les formules de trigonométrie, hein, si tu regardes le tableau, le formulaire du bac, on sait que sinus de 2 alpha, c'est égal à 2 cos de alpha sin alpha, d'après le formulaire. Donc du coup, on peut remplacer ici par sinus de 2 alpha. Voilà, il y en a ce qu'il faut. 5e question. L'altitude grand H du sommet de la trajectoire est appelée flèche. Montrer que grand H peut s'écrire grand H égale V0 au carré sinus de alpha, au carré de alpha divisé par 2G. Eh bien, il faut penser que au sommet S de la trajectoire, le sommet S de la trajectoire, c'est le point le plus haut atteint par la balle. Donc, au sommet S de la trajectoire, on a la vitesse Vy qui est égale à 0. Hein. Puisque quand par exemple une balle monte, elle monte, et à un moment donné, elle est obligée de redescendre, puisque quand elle redescend, c'est parce que au maximum, sa vitesse s'est annulée. Hein. Donc, la balle, elle monte. Attention, elle monte en altitude, hein, elle monte en hauteur. Là. Donc, à partir du moment où elle commence à redescendre, ici, ça veut dire que à ce niveau, sa vitesse s'est annulée, et donc c'est pour ça qu'elle redescend. Sinon, elle continuerait de monter. Hein. Donc, du coup, on peut écrire qu'au point S, la vitesse verticale, en tout cas, est égale à 0, ce qui n'est pas le cas de la vitesse horizontale, on est bien d'accord. Donc, du coup, d'où, d'après les coordonnées du vecteur vitesse VG,